Bonjour à tous, et ben voilà, j'ai ma tasse de café et donc j'ai reçu la demande et je regarde le Génois autonome qui a vu la vidéo sur l'Empire byzantin que j'ai expliqué à Simon et qui m'a demandé si je pouvais faire aussi la vidéo en français. Et alors, de quoi s'agit-il? Donc, en fait, Simon devait étudier plein de choses sur l'Empire byzantin. Je ne vais pas tout expliquer en détail parce qu'alors la vidéo serait trop longue, mais je vais vous donner des pistes. Quelles, quelles pourraient être les questions que vos profs vont poser, pardon, et peut-être des petites recherches que vous devez encore faire vous-même. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est que, vous voyez la carte ici, c'est une carte que j'ai trouvée sur Internet. Et alors, vous voyez tout ce qui est jaune, orange, tout ça ensemble, c'était l'Empire romain. Vous voyez, les Romains avaient cet empire énorme, énorme. Et alors, pourquoi est-ce que finalement, il y a eu la division entre deux? Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on va discuter? De quoi on va discuter, nous, aujourd'hui? C'est le côté orange, hein, le côté oriental. Mais donc, cet empire qui était le jaune et l'orange était vraiment énorme et ça devenait très, très difficile au niveau pratique de gérer cet énorme empire. Et donc, le centre était Rome, hein, Rome, les Romains. Et voilà, ça devenait très, très difficile à gérer cette totalité. OK. Maintenant, une première chose que nous devons savoir, c'est que on parle de l'Empire byzantin, et donc c'est ce côté Est. Je vais tout de suite vous parler de cette division. On donne aussi le nom de l'Empire romain d'Orient. Donc parce que, voilà, c'est le côté, on va dire, oriental, et ça, c'est le côté occidental. Et donc, si on parle de l'Empire byzantin, parfois on appelle ça aussi l'Empire romain, pardon, d'Orient. J'espère que ça, c'est clair parce que parfois, on utilise les deux noms. OK? Alors, à quel moment est-ce qu'il y a eu cette division? Vous voyez ici cette ligne verticale, ben voilà, c'était la division en deux. Et donc, cette division a eu lieu, plus ou moins, parce que, bon, souvent on met une date dessus, mais vous savez que c'est pas toujours vraiment une date bien précise, mais on parle de 395, l'année 395. Il y a donc cette division entre l'Occident et l'Orient, ou l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. OK. Alors, la ville la plus importante de cet empire byzantin, c'est Constantinople. Vous voyez ça ici, Constantinople, c'est une des, enfin, c'est la ville la plus importante. Et alors, ça aussi, parfois, on ne comprend pas très bien. Cette même ville, elle a eu trois noms. Et donc, avant ça, son nom était Byzance. Et de là vient donc le nom, l'Empire byzantin. Donc, c'était Byzance, mais alors, il y a eu un empereur qui s'appelait Constantin et qui a dit: «Ah oui, mais moi, je veux que cette ville porte mon nom». Euh, Constantinople, et Nople, ça vient de, en grec, polis, qui voulait dire ville. Enfin bref, c'est pas important, mais c'est la ville de Constantin. Et aujourd'hui, vous savez comment s'appelle cette ville aujourd'hui? Ben, c'est Istanbul. Si vous avez déjà été en Turquie, Istanbul, c'est une ville fantastique. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir une photo d'un grand bâtiment dont nous allons parler aussi, hein, vous voyez ici en arrière-plan. Un grand bâtiment qui se trouve justement à Istanbul, mais donc c'est la même ville. Byzance, Constantinople, Istanbul, c'est exactement la même ville. OK. Euh, oui, et donc, comme je dis, cet empire était très difficile à gérer, surtout parce qu'il y a énormément d'invasions. Donc, vous voyez, les invasions, euh, on dit des barbares, mais donc il y avait plein de peuples, vous voyez là, Vandales, Bourgondes, Suèves, Francs, les Ostrogoths, Wisigoths, enfin bref, de partout, des peuples venaient pour donc attaquer cet empire, et c'est comme ça que finalement, c'était très difficile à gérer. Mais on ne parle pas de ça. Mais c'était important pour Simon de savoir indiquer sur la carte
Constantinople, aussi indiquer la division, peut-être Rome, hein, qui est encore la ville importante de l'autre côté, et alors peut-être aussi, il y a encore une autre ville ici, Alexandrie, qui se trouve donc de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'ici, vous voyez, ça c'est la Méditerranée, et donc cet empire, ben voilà, c'est tout autour, vous voyez ça, tout autour de la Méditerranée, la mer Méditerranée, d'accord? Et donc ici, Alexandrie et Constantinople, il faut savoir indiquer ça sur la carte. Ok, et donc j'ai déjà expliqué les petites flèches, qui veut dire qu'il y a des peuples qui venaient de partout. Alors, quelle période est-ce que Simon doit connaître? Donc, c'est la période depuis la division, 395, jusqu'à 1200. Pourquoi? Parce qu'après 1200, il y a eu plein de choses. Il y a eu les croisades, il y a les musulmans turcs qui ont attaqué ici cette partie, et voilà, il y a eu voilà, tout cet empire, pardon, cet empire est tombé en morceaux. Donc, Simon doit connaître 395 à 1200, où cet empire fonctionnait, on va dire, seul. OK. Qui étaient les... Oh, yeah, mon téléphone qui fait un peu de bruit, je l'éteins. Alors, qui étaient les, on va dire, les chefs, hein? Est-ce qu'il y avait des rois? Est-ce qu'il y avait des présidents? Non, il y avait des empereurs. Donc, déjà, à Rome, hein, on avait des empereurs, et évidemment, c'était un empereur romain qui, au début, voilà, était aussi l'empereur de Constantinople. OK, donc c'était eux qui étaient les, on va dire, les chefs. Alors, vous devez savoir aussi au niveau langue ou langage. Donc, en fait, au début, c'était évidemment le latin de Rome. Mais petit à petit, donc ici, l'influence de la Grèce, hein, qui se trouve ici, de la Grèce est devenue de plus en plus importante, cette influence. On parle aussi de hellénisation. Donc, hellénisation, ça veut dire de plus en plus d'influence grecque, d'accord? Et alors, donc, la langue grecque devenait de plus en plus importante, et c'est aussi la langue de l'élite. Donc, les gens qui étaient un peu au-dessus de tout le monde, qui étaient des importants, des gens importants, ils parlaient donc le grec. Donc, au début, le peuple parlait encore latin et l'élite parlait grec, mais de plus en plus, c'était donc la langue grecque qui prédominait. D'accord? Surtout, le grec était donc, comme je disais, la langue de l'élite, mais aussi de l'administration. Donc, tout ce qui était documents officiels, politiques, etc., voilà, c'était en grec. D'accord? Donc, ça aussi, vous devez bien connaître cette différence. OK, alors, le professeur de Simon a insisté sur le fait il fallait être capable de comparer les deux. Donc, et l'Occident et l'Orient. D'accord? Il fallait comparer les deux. Alors, on peut d'abord regarder un peu de quelle façon il mesure le temps. À partir de quel moment est-ce qu'il commence à compter? Évidemment, ici, on va dire dans enfin, le côté occidental, c'était la naissance de Jésus. Donc, l'année 0, c'est ça, c'est quand Jésus est né, d'accord? Mais alors, de l'autre côté, ici, le côté oriental, c'était en fait la création du monde biblique, donc comme expliqué dans la Bible. C'était donc la création du monde. Mais les deux, et ça c'est peut-être un peu, si on veut dire, quelque chose qu'ils ont en commun, c'est que les deux côtés commencent à compter à partir d'un événement religieux, que ce soit la naissance du Christ ou que ce soit le moment où le monde a été créé par Dieu, voilà, c'est un événement religieux. D'accord? Si votre professeur demande, voilà. OK? Autre chose qu'ils ont en commun, c'est le fait que la fin du 15e siècle est important pour les deux côtés. Pourquoi?
Parce que, donc, du côté, on va dire, oriental, ici, ben, j'avais déjà parlé de donc l'invasion des musulmans turcs. Et en fait, l'année est peut-être là, vous devez noter la date, c'était 1453. En 1453, donc il y a eu une grande invasion des musulmans turcs et qui, voilà, ils ont pris cet empire, donc le côté oriental. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Souvenez-vous, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XVe siècle? Ceux qui se rappellent de la date, et sinon, notez la date, 1492. C'est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et donc, c'était le début des temps modernes, hein, parce on va comprendre que le monde était un peu plus grand. Donc, on peut dire que, qu'est-ce qu'ils ont en commun les deux côtés? Ben, l'importance de la fin du XVe siècle. D'accord? L'Occident, Christophe Colomb, euh, l'Orient ou le côté oriental, l'invasion des musulmans turcs. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ben, on peut comparer les deux au niveau politique. Et donc, du côté de Rome, ben, on va dire que qu'est-ce qui est important? Ben, donc, il y avait, on va dire, le christianisme, OK. Le christianisme, en fait, le christianisme était de deux côtés, pardon, des deux côtés, c'était le christianisme. Mais donc, ici, de ce côté-là, c'était les catholiques avec le pape, et de l'autre côté, c'était quoi? Ben, c'était justement les, comment on appelle ça encore? Mais en fait, je mélange un peu tout parce que là, je suis déjà dans le religieux. Désolée, je vais garder donc le religieux pour un peu plus tard. Je vais d'abord parler de politique. Désolée, j'aurais dû faire mon petit planning, mais je me suis lancée à parler comme ça. Voilà, je me débrouillerai. Donc, au niveau politique, ben, en fait, ce sont des monarchies. Et une monarchie, ça veut dire qu'il y a un monarque ou ici un empereur, hein, de deux côtés, il y a des empereurs. Il faut connaître le mot absolutisme. Et absolutisme, ça veut dire quoi? C'est donc l'empereur a le pouvoir absolu. Ça veut dire c'est lui qui décide. Il décide, toi, tu meurs demain, ben, il décide. C'est lui le seul qui décide. On appelle ça l'absolutisme. Ça veut dire que l'empereur a le pouvoir absolu. On doit aussi connaître le mot centralisation. Et centralisation, c'est quoi? Ben, ça veut dire en fait que le pouvoir est centralisé. Ça veut dire se trouve dans un centre. Et donc, c'est de nouveau, mais c'est un peu la même chose, c'est donc l'empereur qui a en fait le dernier mot à dire, le pouvoir. Donc, centralisation, ça veut dire qu'on ne va pas donner plus de devoirs aux régions. Non, il y a un chef et donc le pouvoir est centralisé. Vous voyez, tout ça, ça veut dire un peu la même chose, mais vous devez quand même connaître ces mots. Donc, monarchie, absolutisme et centralisation. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas ou des éléments que vous ne comprenez pas, revenez vers moi. OK. Alors, on va parler un peu de l'économie, du commerce. Oui, bien sûr, quel élément était si important à cette époque-là? Et on va voir que là, ici, l'Orient va avoir un avantage, c'est que ben, plus loin en Orient, donc vraiment en Asie, etc., on importait de là-bas, quoi? Des épices, des tissus comme de la soie, etc. Donc, ici, l'Empire oriental, un peu l'avantage, parce qu'ils sont beaucoup plus près de l'Asie et du côté, donc, encore plus oriental. D'accord? Donc là, ça va être l'élément le plus important de leur économie, de leur commerce. Et là, évidemment, l'Orient va avoir un avantage. OK, est-ce qu'on doit dire quelque chose au niveau, justice? Oui, je pense. Parce que il y avait cet empereur, hem, assez important qui s'appelait, Justinien.
Et Justinien était donc, voilà, aussi un empereur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de très important. Il va mettre toutes les lois qui existent déjà, il va les mettre dans un livre. Ben, pour nous, ça semble un peu évident parce que nous, aujourd'hui, on a le codex ou le code, là où se trouvent les lois de notre pays, hein, toutes les lois. Mais à l'époque, c'était pas si évident. Il y avait parfois des lois qui, oui, qui prédominaient, mais chacun appliquait ça un peu de sa façon. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Justinien? Il va mettre ça dans un livre. On appelle ça aussi, en latin, le Codex Justinianus, mais en français, on va dire le Code de Justinien. Donc, c'est lui qui a mis tout ensemble dans un grand livre. J'espère que vous me suivez toujours. Et donc, je suis encore toujours dans cette comparaison entre l'Occident et l'Orient, les deux côtés de l'Empire romain. OK, et maintenant, donc, j'arrive à l'élément, on va dire, culturel, religieux. OK. Et donc, ici, Rome, ben, c'était le monde latin et la religion catholique, qui est aussi évidemment le christianisme. Mais ici, on avait quoi? On avait donc le monde grec, donc tout est plutôt, plutôt, comment je peux dire ça? C'est plutôt la langue grecque et la culture grecque qui va prédominer et la religion orthodoxe. D'accord? La religion orthodoxe. OK. Et donc, religion catholique, il y a un pape. Religion orthodoxe, il y a donc des évêques. Ces évêques, ils font des réunions ensemble. Simon devait aussi connaître le mot concile. Concile est en fait une réunion que ces évêques font ensemble, et puis il y a un rapport qui sort de là, donc de ces réunions, de ce qu'ils décident, il y a un rapport, et ça s'appelle un concile. Et parfois, il y a un nom après, le concile de, et puis une certaine ville. Il y a comme ça des grandes réunions dans l'histoire qui ont eu lieu. OK. Qu'est-ce que je dois dire encore? Oui, alors, qu'est-ce qui est important pour ce côté, ici, le côté grec, on va dire, et c'est un mot que vous devez connaître, c'est la césaropapie. Césaropapie, en fait, le mot le dit, César, Kaiser, ben, c'est l'empereur, papie, c'est le pape. Donc, ça veut dire quoi? C'est que ici, donc, le côté oriental, ben, en fait, c'était l'empereur qui est aussi le pape. Donc, le pouvoir religieux, politique, se trouvait en une personne. C'est pour ça qu'on dit, on appelle ça, c'était une césaropapie. Donc, les deux n'étaient pas séparés. Le pouvoir religieux et le pouvoir, on va dire, politique n'étaient pas séparés. OK? Alors, quand on parle de religion et aussi l'artistique, parce qu'on est aussi dans artistique, culture, etc., on doit absolument parler de ce très, très beau bâtiment que vous voyez ici derrière moi. Je bouge un peu, vous voyez là? Ça, c'est la basilique de la Sainte Sophie, hein, la Sainte Sophie, on appelle ça aussi la Sainte Sophie. Ça s'appelle en grec Hagia Sophia. C'est un bâtiment énorme. Je pense qu'à un certain moment, c'était même le plus grand de l'Europe. Et donc, ce bâtiment a eu de différentes fonctions à travers les temps. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui est important? Donc, avant de parler de toutes les fonctions, qu'est-ce qui est si important, qu'est-ce qui est si important dans le côté, au niveau, pardon, artistique? C'est que, donc, qu'est-ce que l'Église orthodoxe a apporté à ce bâtiment? C'est deux choses: les icônes et les mosaïques. Donc voilà, donc à ce moment-là, donc comme je dis, entre 395 et 1200, qu'est-ce qu'on a rajouté à cette belle basilique? Ben, des icônes. Ben, googlez dessus, vous voyez, c'est toujours des personnages religieux. Il y a toujours comme ça un fond doré, hein.
Googlez là-dessus, hein, icône, mosaïque, ça vous savez ce que c'est toutes ces, voilà, des toutes petites pierres, des morceaux de verre, voilà. Googlez ça si vous ne savez pas ce que c'est, mais ça, ce sont donc les 2 éléments qui ont été rajoutés au niveau artistique, culture, art, d'accord? Alors, donc la fonction de ce bâtiment, bah, a changé. Simon devait savoir ça. Donc au Moyen Âge, c'était une église, c'était une église du christianisme, d'accord? Hem, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà parlé de la date, notez-la, 1453. C'était donc l'invasion des conquérants islamistes, donc les islamistes turcs et là, évidemment, c'est devenu une mosquée. Après, et moi, j'ai encore connu ce moment. C'est devenu un musée. Donc, comme moi, j'ai été, à Istanbul, bah, je pense il y a plus ou moins, bah, il y a bien, ouf, peut-être 15 ans, je ne me rappelle pas exactement. Mais donc, c'était un musée, on pouvait entrer, on pouvait regarder. Mais si je ne me trompe pas, en 2020, le président Erdogan de la Turquie a décidé que, c'était à nouveau une mosquée et je pense aujourd'hui on ne peut plus la visiter, je pense. Si je me trompe, revenez vers moi. Donc ça, c'est très important. Je dois encore dire 2 choses. Alors, heu, dans le 11e siècle, donc c'est 1000 et cetera, il y a eu un schisme. Un schisme, c'est quoi? C'est aussi une sorte de séparation et là, c'est au niveau, on va dire, religieux. Pourquoi? Parce que ici, côté Rome, bah, le pouvoir religieux, était dans les mains du pape, donc c'est le pape qui avait le pouvoir religieux, mais de l'autre côté, du côté orient, hem, donc du côté grec, si on veut, beh, c'était donc, c'était l'Église orthodoxe, mais le pouvoir religieux était encore dans les mains de l'empereur, d'accord? Donc l'empereur était aussi le chef de l'Église orthodoxe, d'accord? On appelle ça comment? Une césaropatie. Pape, bah, c'est le chef de l'Église, César, empereur. OK? De l'autre côté ici, du côté de Rome, les 2 étaient séparés. OK, encore une chose, alors Simon aussi, il devait bien savoir interpréter des sources. Des sources, c'est quoi? Beh, c'est des éléments qui nous racontent un peu ce qui s'est passé, bah, à ce moment-là, parce que nous, on n'était pas là. Ce sont parfois des objets, ce sont parfois des textes. Alors attention, qu'est-ce que vous devez toujours très, très bien regarder? Le professeur de Simon a vraiment insisté là-dessus. Vous devez bien regarder qui a écrit ou de qui vient cette source. Parce que vous vous imaginez, si c'est un texte qui a été écrit par, on va dire, un évêque orthodoxe et il parle de la religion, bah, il va essayer de faire un peu de publicité pour son église, pour sa religion, n'est-ce pas? Alors que si c'est un fermier, un fermier plutôt pauvre à cette époque qui qui écrivait la source ou parfois peut-être il ne savait pas écrire, mais peut-être c'était des objets. Donc ça nous raconte plus, bah, sur sa vie à lui et peut-être lui, il va pas dire que voilà l'église était tellement fantastique, formidable, on n'en sait rien, mais gardez en tête que les interprétations sont différentes, d'accord? Selon la personne qui a écrit la source. Je pense avoir tout dit, tout ce que j'avais dit à Simon, parce qu'à ce moment-là, Simon, il avait donc un test, sur, bah, donc l'Empire romain, d'Orient. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Voilà, moi, je continue mon café. À bientôt.